Bonjour à tous. Pour ceux qui seraient surpris de ne pas voir Florence en ce moment, je suis avec vous. Donc, je me présente, je suis François-Xavier et pour les auditeurs plus assidus du podcast, vous aurez remarqué que j'étais à peu près 20 secondes dans 2 épisodes il y a 1 an et demi. Et c'est pas parce que j'ai quitté le podcast, c'est juste parce que je m'occupais plus, par exemple, de la rédaction de questions ou du montage pour du matériel promotionnel par la suite. Donc, cela étant dit, Florence, Louis-Charles et Audrey-Anne, cette année, nous ont tous quittés, laissant le projet de podcast un petit peu orphelin, que j'ai décidé de reprendre avec Miguel, qui était également membre que vous avez vu dans les derniers épisodes. Donc, pour cet épisode, je serai animateur. C'est pas une garantie pour la suite. Mais je commencerai par remercier grandement Florence, Louis-Charles, Audrey-Anne d'avoir porté ce beau projet-là. Puis je souhaite qu'il continue pour les étudiants en économie de l'Université Sherbrooke pour le futur. Donc, avec moi en ce moment, j'ai 2 nouveaux membres. Donc, j'ai Michael, qui est mon co-animateur pour cet épisode. Puis j'ai Amélie, qui est derrière la caméra, qui gère un petit peu tout ce qui est production sur cet épisode-là. Alors, si tu veux, Michael, tu peux peut-être parler un petit peu de l'épisode d'aujourd'hui. Oui, dans cet épisode, on reçoit Camille Lajoie, qui est la cofondatrice de Delorme Lajoie, un cabinet de consultation en économie. Elle nous parle, entre autres, de sa recherche qu'elle a faite sur les inégalités au Canada. Également, on a aussi jasé du bien-être en général au Québec, ainsi que des inégalités qui sont présentes dans la province. Sur ce, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Donc, bon épisode à tous. Bonjour Camille Lajoie, bienvenue et merci d'avoir accepté l'entrevue. Et je vous remercie de m'inviter à votre podcast. Vraiment une belle initiative de votre part. Bon, ben c'est super. On est très content de t'avoir là. Puis aussi que ça faisait longtemps qu'on voulait avoir cette entrevue-là puis que ça marchait pas vraiment. Fait que juste pour première question, pour lancer l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que toi, ta spécialité, là, pour les auditeurs, c'est les inégalités. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de, c'est quoi ça, les inégalités, puis comment on mesure ça? En d'autres mots, que c'est ça, les inégalités? Absolument, on peut embarquer là-dessus. C'est un gros sujet à aborder en premier, mais oui, allons-y. En fait, je me spécialise en inégalité, mais également en économie de l'environnement. Donc, je porte différents chapeaux, mais aujourd'hui, je porte en effet le chapeau des inégalités. Les inégalités, il y en a plusieurs types. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par inégalité? C'est qu'on veut dire qu'il y a une divergence entre l'accès à certains aspects, certaines choses. Particulièrement, on peut penser aux inégalités de revenus, où est-ce que certaines personnes vont avoir des revenus qui sont notamment beaucoup plus élevés que d'autres individus qui vivent avec des revenus beaucoup plus faibles. On peut parler d'inégalités de patrimoine, autrement connu sous les noms d'inégalité de richesse. Donc, on parle de, par exemple, quelqu'un qui a plusieurs propriétés contre quelqu'un qui vit en logement qui n'aura jamais une propriété dans sa vie. On peut également parler d'inégalité d'opportunités. Donc, le fait que certaines personnes, grâce à des connexions puis grâce à la famille, ont des opportunités qui ne seraient pas présentées à quelqu'un qui grandit dans une famille avec un revenu plus modique, par exemple. Donc, les inégalités, c'est un phénomène qui est très large, mais ça a des conséquences sur la société dans laquelle on vit. Il y a plusieurs études qui démontrent que avoir des taux importants d'inégalité, ça ralentit la croissance économique, ça peut créer des fossés sociaux entre différents groupes, puis ça peut créer des tensions politiques, augmenter la polarisation des différents partis. Donc, c'est une grosse question, les inégalités, mais si on veut se concentrer, on va se concentrer aujourd'hui vraiment sur les inégalités de revenus qui sont celles qu'on est capable d'identifier assez facilement. Donc, qui gagne beaucoup par année contre qui gagne peu. Donc, ça, c'est les inégalités de revenus. Puis, ils se mesurent de 3 façons là, particulières. Donc, il y a 3 grandes façons de les mesurer. Il y a les indices, dont le Gini, qui est très, très communément étudié dans les cégeps, les universités, qui permet des comparaisons entre pays et qui permet également d'avoir un chiffre comparatif à travers plusieurs régions. Donc, ça, c'est super.
On a également les ratios comme l'indice de Palma. Nous, on étudie beaucoup l'indice de Palma qui est la part du revenu qui est attribué aux 10% les plus aisés contre la part de revenu qui est associée aux 40% les moins aisés de la population. Donc, ça permet dans un ratio, par exemple, si je vous dis que le ratio c'est 2, ben ça permet de comprendre que les 10% des personnes les plus aisées au Québec gagneraient 2 fois ce que les 40% des individus les moins aisés gagneraient en une année. Donc, c'est quand même un ratio qui est assez parlant. Puis finalement, il existe la comparaison entre les différents groupes de revenus. Donc, comparaison entre les quintiles, les percentiles, les déciles, qui sont aussi à la base des ratios. Mais ça, nous, c'est une des méthodes qu'on priorise dans nos recherches. Il faut comprendre que toutes les mesures ont quelques limites aussi, donc peu importe laquelle on utilise, ils sont pas parfaits d'aucune manière. Par exemple, pour le Gini, on a une tendance à donner beaucoup de poids à la classe moyenne. Donc, s'il y a beaucoup d'inégalités dans la classe moyenne, ben le Gini va avoir tendance à être plus élevé que s'il y a des inégalités dans les extrémités de la distribution. Puis pour, par exemple, l'indice de Palma, on considère pas du tout la classe moyenne. Donc, ils ont tout un peu leurs failles et leurs faiblesses, mais c'était un cours sur les inégalités 101 en 3 minutes. OK, super. Ben, merci beaucoup pour cette vulgarisation. Parfait. Vous avez parlé beaucoup des inégalités de richesse. On se demandait, en économie, on le sait, l'éducation, on nous apprend beaucoup, que ça a beaucoup d'importance dans tous les sujets d'économie. Alors, on voudrait savoir, c'est quoi le rôle de l'éducation a dans les inégalités au Québec particulièrement? L'éducation, c'est un des facteurs qu'on priorise lorsqu'on veut réduire les inégalités parce que ça permet d'adresser qu'est-ce qu'on appelle comme étant les inégalités d'opportunité. Donc, un système d'éducation qui est complet puis qui est accessible à tous et toutes, peu importe le revenu de votre famille, votre situation socio-économique, votre ethnicité, votre genre, votre sexe, peu importe. L'éducation permet de donner une opportunité égale à tout le monde si elle est bien structurée, bien entendu, parce qu'il y a des systèmes d'éducation où ce n'est pas le cas, mais elle permet de donner ce qu'on appelle une égalité des chances, donc de partir d'un même point pour tout le monde en considérant les différents facteurs environnementaux, donc que tout le monde ait la chance, par exemple, d'avoir des études qui sont de qualité au primaire et au secondaire et ensuite avoir l'opportunité d'aller au cégep ou à l'université. Donc, au Québec, on a un système public qui donne accès à ces services-là à tout le monde. Donc, c'est super. Il y a d'autres pays où c'est pas le cas, où certaines personnes n'auront pas d'éducation au-dessus de l'école primaire, voire pas d'éducation du tout. Donc, c'est un des facteurs qu'on priorise vraiment dans le combat contre les inégalités, l'éducation, parce que ça permet on parle d'inégalité, là, mais quand je dis inégalité, il y a aussi le concept d'équité. Donc, pour quelqu'un qui part d'un peu plus loin parce qu'il n'y a pas eu l'encadrement qui nécessitait, par exemple, il y a eu des parents absents ou il a grandi dans un environnement qui aurait pu brimer son développement, ben l'école, le but, c'est de remettre tout le monde à niveau et donc un certain mécanisme d'équité. Donc, on veut ramener tout le monde à la même opportunité. Et c'est comme l'éducation, ça a un effet long terme, là, je vous dirais. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer que si je te donne une bonne éducation quand tu es jeune, ça peut avoir des effets jusqu'à ce que quand tu vas avoir 80 ans, parce que ça va avoir affecté ton revenu quand tu vas avoir un emploi, ça va affecter les genres d'emplois que tu vas avoir, ça va affecter tes relations avec les gens. Tu vas développer des aptitudes qu'on appelle en anglais les soft skills ou les compétences un peu transversales comme l'ouverture d'esprit, le travail d'équipe, puis tout ça. Donc, c'est des choses qui vont t'affecter tout au long de ta vie. Donc, de commencer tôt pour réduire les inégalités, c'est une des façons vraiment d'aller de l'avant puis de pousser vers une société qui est plus équitable et plus égale aussi. Bon, ben, sur cette belle réponse, merci d'avoir participé également à l'éducation de quiconque nous regarde en ce moment. Mais sinon, ça nous tentait peut-être de passer à plus ton champ d'expertise. Alors, une première chose qu'on veut aborder, c'est une recherche que tu as soumise en décembre 2023 avec François Delorme et 2 autres collaborateurs pour la chaire de fiscalité à l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle Évolution des inégalités au Canada, nouvelle évidence tirée des comptes nationaux. On aimerait ça que tu nous parles un petit peu de cette recherche-là. C'était quoi le but, quelles conclusions ont été tirées, puis un petit peu toute la démarche et le processus entre-temps, parce que, tu sais, avoir
une recherche académique. Le résultat est beau, mais on aime savoir tout ce qu'il y a derrière. Absolument. Et on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais essayer de garder ça bref. L'étude qu'on a fait, elle est en collaboration avec le World Inequality Lab, qui est sous la direction de Thomas Piketty. Donc, nos 2 collaborateurs, Silas et Matt, ce sont des fellows, justement, au World Inequality Lab. Puis, qu'est-ce qu'on a apporté dans cette recherche-là par rapport à une recherche qu'on a publiée en octobre 2023? C'est qu'on utilise la méthodologie DINA, donc D-I-N-A, qui est un acronyme pour Distributional National Accounts en anglais. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au lieu de regarder seulement les données des rapports d'impôts, dans le fond, on utilise souvent ça en inégalité, les rapports d'impôts, parce que ça nous permet de déterminer qui gagne quoi, comment le revenu est distribué à travers la population. Par contre, ces données-là ont comme des failles. Au niveau surtout des gens qui ne remplissent pas les déclarations d'impôts parce que ils n'ont pas de revenus, parce que ils sont inatteignables ou sont plus marginalisés au niveau des institutions. Donc, DINA permet de prendre le PIB d'un pays, puis on va en parler, je pense, un peu plus tard de qu'est-ce que le PIB, mais c'est dans le fond la production complète d'une région ou d'un pays. Ici, le Québec, donc comme province. Puis, on divise ça dans l'ensemble de la distribution. Donc, on regarde pas seulement les revenus des gens, mais aussi comment les personnes qui remplissent pas, par exemple, de déclaration d'impôt utilisent des services, quel genre de transfert ils reçoivent. Donc, pas juste ce qu'on a sous les yeux, mais également ce qui passe un peu sous le radar. Donc, ça permet de diviser le PIB à travers la population. Donc, on combine un peu les revenus plus qu'est-ce qui est transféré du gouvernement à travers ça. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça a supporté un peu notre recherche d'octobre 2023. C'est que les inégalités, surtout les inégalités de revenus de marché, donc revenus bruts, là, avant qu'on vous impose quoi que ce soit, il augmente au Canada comme dans d'autres pays. C'est une tendance depuis les années 80. Puis, elles ont été exacerbées surtout par la COVID. Donc, on a vu comme une augmentation des inégalités du revenu de marché durant la COVID, qui pourrait être expliquée par le fait que certains individus à bas revenus n'avaient pas la possibilité de travailler de la maison puis de transférer au télétravail lorsque la COVID a frappé. Ce sont des individus qui ont été plus touchés par les fermetures des différents secteurs à cause de la situation sanitaire, tandis que les personnes plus aisées étaient dans les meilleures mesures de transférer leur travail vers le travail en ligne et ont commis une meilleure adaptation, ce qui a accru les inégalités de marché. Par contre, ce qu'on remarque après, c'est que les inégalités du revenu disponible, qui est ce qui vous reste après qu'on enlève les impôts, qu'on vous donne vos transferts, par exemple, si vous avez des enfants et que vous recevez l'allocation canadienne pour la famille ou pour les enfants, on calcule tout ça, puis ça, c'est le revenu disponible, donc ce que vous pouvez dépenser dans une année. On remarque que les inégalités ont baissé durant la COVID, ce qui laisse présager que les interventions du gouvernement comme la PCU, la PCUE ont permis d'atténuer l'effet qu'on a vu sur les inégalités de revenus de marché. On remarque également que le Québec est la province qui a les inégalités les plus faibles au Canada. Est-ce que c'est parce qu'on a une langue qui diffère, on a des priorités différentes au niveau politique, au niveau qu'est-ce que les gens perçoivent? Difficile de dire, est-ce que c'est à cause de notre système de garderie, de CPE qui est accessible et qui permet aux femmes de réintégrer le marché du travail? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent mener à ça, mais le Québec, depuis le milieu des années 90, a été en meilleure mesure de contrôler l'exacerbation de ces inégalités, à l'instar des provinces comme l'Ontario ou le reste du Canada. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on a conclu dans cette recherche-là, qu'il y avait des inégalités qui étaient quand même croissantes au Québec, mais qui sont plus atténuées que dans d'autres provinces. Puis, la méthodologie DINA permettait de venir complémenter les recherches qu'on avait faites précédemment. Donc, c'est plutôt ce qu'on a trouvé dans cette recherche-là. Puis ça a été vraiment une recherche qui a ouvert des portes, puis aussi qui permet de comprendre, puis de vulgariser auprès de la population qu'est-ce qui se passe réellement au Québec actuellement. Parfait. Vous avez parlé beaucoup d'inégalité de marché ou de revenus, par exemple. Puis on se demandait, c'est quoi plus précisément les indicateurs que vous avez utilisés à votre recherche? Les indicateurs, donc, dans le fond, pour le revenu, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait
lorsqu'on étudie les inégalités, c'est qu'on regarde toujours deux types de revenus. On regarde le revenu de marché qu'on a adressé, donc votre revenu brut, plus les gains en capitaux. Parce que récemment, plus récemment, depuis les années, la fin des années 80, les personnes les plus aisées dans la société ont tendance à avoir un revenu qui provient pas seulement de leur salaire, mais qui provient de gains en capital. Donc, tout ce qu'on fait sur les actions, sur les gains, sur l'immobilier, peu importe. Donc, la part du revenu qui est attribué au salaire a comme baissé dans les dernières années. Donc, c'est important pour nous de considérer aussi les gains en capitaux. Ça a été intégré. Donc, le revenu de marché plus gains en capitaux, c'est dans le fond ton revenu brut plus tout ce que tu fais sur tes actifs. Puis l'autre mesure qu'on utilise pour comparer ensuite, qui permet d'évaluer l'intervention du gouvernement, donc au niveau redistributif, ça permet, par exemple, de voir à partir du revenu de marché, qui est l'État le plus inégal, comment est-ce qu'on est capable de prendre un peu des plus aisés, puis d'aider les moins nantis dans la société. Puis ça, on utilise le revenu disponible, qui est dans le fond le revenu de marché auquel on retire tous les impôts, puis on ajoute les transferts. Donc, quelqu'un qui ne paierait pas d'impôts, mais qui reçoit des transferts comme l'assurance emploi, aurait un revenu disponible qui est plus élevé que son revenu de marché. Pour les personnes plus aisées, c'est l'inverse. Puis aussi, on considère les gains en capitaux nets, dans le fond. Donc, tout ce qu'on peut faire sur nos actifs à côté, mais qui sont nets d'impôts. Donc, ces deux concepts-là permettent ensuite d'évaluer entre les résultats qu'on obtient comment un peu l'efficacité du gouvernement au niveau de son mécanisme de redistribution. Bon, ben, c'est super comme réponse. Puis d'ailleurs, tu as un petit peu répondu à notre prochaine question parce qu'on se demandait quelle importance de mesurer entre avant et après impôt. Et la réponse, je viens de la donner, c'est les transferts. Là. C'est le fait que le gouvernement va redistribuer un petit peu l'argent. Mais donc, sur ça, je vais te lancer sur autre chose. Je vais te demander, toi, Camille Lajoie, là, admettons, demain matin, tu deviens suprême leader du Québec et du Canada. C'est quoi des pistes de solutions possibles pour réduire tes inégalités? Il faut savoir que réduire les inégalités, c'est un peu un champ de mine, là. Si tu pèses sur un bouton puis tu n'es pas sûr qu'est-ce qui va se soulever après, là. Ça peut lever un levier que tu voudrais ou un levier que tu ne veux pas. Donc, il faut vraiment faire attention dans qu'est-ce qu'on suggère pour réduire les inégalités. C'est certain qu'un accès à l'éducation de qualité pour tous, je pourrais pas en dire assez sur l'éducation puis sur les inégalités d'opportunités. Si on est capable de réduire ça à la base, on a des effets de long terme. Donc, c'est certain que l'éducation, ça a des effets très, très positifs sur les inégalités. D'un autre côté, le Québec fait très bien au niveau de sa politique des CPE, donc permettre aux femmes de retourner sur le marché du travail avec des contributions réduites pour la garde de leurs enfants durant la journée, à l'inverse de d'autres provinces. Donc, ça aussi, ça a des effets parce que les inégalités, ça peut aussi être représenté par des groupes qui sont marginalisés puis qu'on a de la difficulté à les rechercher puis les rapporter vers les institutions, vers le centre de la société. Donc, en intégrant ces personnes qui peuvent être marginalisées, ça peut vraiment aider aussi à réduire les inégalités. Là, on peut penser aux femmes, penser avant les CPE. Quand ça te coûtait 40 $ par jour mettre ton enfant en garderie, mais que ton emploi te permettait seulement de gagner 36 $, tu n'avais pas d'incitatif à retourner travailler. Avec les CPE à contribution réduite qui ont été intégrés en 1997 à 5 $ par jour, ben, si tu faisais 35 $ par jour puis que tu payais ton 5 $ de contribution, ben, tu faisais quand même 30 $. Donc, tu avais un incitatif à retourner sur le marché du travail. Puis, il y a eu des impacts vraiment positifs sur l'économie de réduire les inégalités au niveau du fossé salarial entre les hommes et les femmes, du taux de participation entre les hommes et les femmes. Donc, c'est toutes des choses d'aller chercher les individus qui sont marginalisés. Donc, des personnes, par exemple, qui ont de la difficulté à entrer sur le marché du travail parce qu'ils ont des limitations fonctionnelles. Il y a plein de genres de personnes qu'on veut réintégrer aussi qui peuvent aider à réduire les inégalités. Puis, c'est certain que la croissance inclusive est importante. Donc, vraiment, de s'assurer qu'on bouge tous ensemble pour aller de l'avant
c'est une des façons de réduire les inégalités, pas laisser personne de côté. Donc, quand on se concentre juste sur la croissance économique, souvent, les gens qui bénéficient, c'est les gens qui en ont déjà beaucoup, au détriment par exemple, des travailleurs qui travaillaient anciennement dans des usines qui ont été remplacés par l'automatisation. Donc, vraiment, de s'assurer qu'on bouge en tant que société et non qu'on ne fasse pas avancer un groupe plus que les autres. En anglais, il y a comme une expression qui dit on veut faire monter tous les bateaux, puis pas avec les courants de la mer. Là, c'est all tides raise all boats. Donc, on veut que tout le monde monte et pas seulement que certains en bénéficient puis d'autres pas. Donc, une croissance inclusive, là, intégrer tout le monde. Donc, c'est sûr que ça, c'est des premières étapes. Je ne m'avancerai pas sur les... qu'est-ce qu'on va faire avec notre système d'imposition et tout. C'est des choses qui nécessitent vraiment plus d'études puis savoir c'est quoi le taux d'imposition optimal, où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où ou arrêter. Donc, je ne m'avancerai pas là-dedans, mais ça, c'est sûr que c'est des solutions de base qui vont avoir des effets importants, qui vont aider tout le monde sans nécessairement être trop politisé, dans le fond. Oui, tu as parlé du programme de garderie subventionnée qu'on a au Québec, qui tend à être récupéré ailleurs au Canada également. Comment tu vois les inégalités au Québec dans son portrait d'ensemble? On veut aborder, dans le fond, les inégalités entre les genres. Qu'est-ce qu'on veut? Excuse-moi, je ne suis pas certaine d'avoir compris la question. Quelle est la situation des inégalités au Québec? Actuellement, les inégalités sont en hausse depuis les années 80. Là, je ne vais pas vous mentir, il y a depuis... c'est la même chose pour tous les pays qui sont développés actuellement. Il y a une augmentation depuis les années 80. Il y a eu beaucoup de réductions au niveau des taux marginaux maximum qu'on avait dans nos taux d'imposition. Là. Je vous épargne les histoires de tous les pays, mais on est devenu plus permissif au niveau de l'imposition. Donc, on a connu une croissance assez importante des inégalités depuis les années 80. Comme j'ai dit, le Québec a réussi à ralentir un peu cette croissance-là, mais sans toutefois l'arrêter. On est quand même à un niveau qui est quand même élevé là, depuis les années 80. C'est sûr que si on compare d'un peu plus tard, par exemple, les années 2000, il peut y avoir eu une petite diminution, mais rien qui permet de quantifier ça comme étant une réduction qui est significative des inégalités dans notre société. Donc, si on compare 1980 à aujourd'hui, il y a eu une grosse augmentation. Puis, si on regarde dans les 10-15 dernières années, je dirais plus une stagnation, voire on n'est plus trop sûr, tout bouge dans tous les sens. Donc, rien qui pourrait dire notre société a vraiment fait un pas de l'avant pour combattre les inégalités à ce niveau-ci. Très bien. Puis, j'aimerais te relancer à nouveau sur cette question-là, parce que tu dis qu'au Québec, les inégalités ont moins augmenté qu'ailleurs. Puis tu as mentionné également les CPE. J'avais regardé un petit peu ces chiffres-là au bout d'un moment. Puis j'ai vu au Québec, c'est intéressant parce que la participation au marché du travail des pères est au-dessus de 90%, puis des mères est, me semble, dans les 80% faibles, tandis que dans le reste du Canada, c'est plus dans les hauts 70%. Puis est-ce que tu contribues ça Est-ce que tu dirais que le fait que les inégalités ont moins augmenté au Québec, tu créditerais ça à ce genre de politique-là, ou est-ce que tu penses qu'il y a autre chose dans la recette pour pour aplatir la courbe des inégalités, si tu veux? Ben, écoute, je t'assure qu'il y a une corrélation. Est-ce que je peux poser causalité? Puis est-ce que c'est le seul facteur qui a influencé ça? Difficile à dire. Il y a tellement de choses, puis on ne saura jamais qu'est-ce qui cause quoi, puis dans quelle proportion. Ici, je cite une étude de Pierre Fortin, Suzy Saint-Cerny, puis Luc Godbout, qui a été publiée en 2013 sur les CPE, mais ils ont évalué que d'avoir des CPE au Québec, ça a permis à 70 000 femmes de retourner sur le marché du travail et ça avait eu des impacts de 5,1 milliards de dollars sur le PIB. Donc, le fait d'avoir un PIB plus élevé, les femmes retournaient sur le marché du travail, le gouvernement a pu aller récupérer de l'impôt puis des taxes parce qu'elles avaient des revenus plus élevés, elles dépensaient plus. Ça a permis de couvrir une bonne partie des dépenses du système de CPE. Et oui, ça a eu un impact probablement, mais dans quelle ampleur, je pourrais pas vous dire, mais d'intégrer 70 000 femmes au marché du travail, c'est pas rien. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Toutes les femmes ont cette opportunité-là d'avoir des frais de garde assez réduits au Québec, qui représentent, là, ça c'est une étude de Fortin 2017, mais à peu près
4 à 6 de leur revenu médian, quand c'est 29 dans les autres provinces. Donc, donnez-vous une idée, quand tu débourses 5 de ton revenu sur des frais de garde, tu es vraiment plus incité à retourner travailler que si tu débourses un tiers de ton revenu sur faire garder ton enfant pendant le temps que tu travailles. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact sur les inégalités. Dans quelle mesure, je peux pas dire. Ça a été très, très positif. Puis oui, on a parlé du taux de participation des femmes au Québec. Parmi les pays du G7, là, si on le compare aux pays du G7 parce qu'on est une province, le Québec est la province ou la juridiction où le taux de participation entre les hommes et les femmes est le plus faible. Donc, il y a juste un 4 entre les hommes et les femmes au niveau de la participation au marché du travail, ce qui est très, très important, puis c'est ce qui démontre que probablement l'accès à des services de garde à faible coût aide les femmes à retourner sur le marché du travail. Puis c'est certain que ça a un impact parce qu'on voit que les différences sont plus élevées dans d'autres provinces canadiennes. Donc, est-ce qu'on peut attribuer ça 100% au CPE? Difficile à dire, mais est-ce qu'il y a une forte corrélation puis peut-être une partie de causalité? Probablement. Parfait. Tu as parlé beaucoup des femmes qui peuvent aller sur le marché du travail en raison des garderies subventionnées. Et évidemment, si ces femmes-là vont sur le marché du travail, le PIB peut alors augmenter. Et on sait, un des indicateurs de bien-être, c'est le PIB. Si on va là-dessus, c'est quoi ça, un indicateur de bien-être? Mais dans le fond, les indicateurs de bien-être, c'est né du G15+, qui est comme un collectif d'organismes québécois qui se disait qu'il manquait de définition sur c'est quoi le bien-être de quelqu'un. Là, on va s'entendre. Est-ce que ton bien-être est défini juste par le PIB par habitant d'un pays? Donc, le PIB qui est comme la somme de la production ou de la somme de la valeur ajoutée des dépenses d'une juridiction. Est-ce que ça définit comment est-ce qu'un individu peut se développer, puis comment est-ce que son bien-être est affecté? C'est pas suffisant. C'est important, mais c'est pas suffisant. Donc, le G15+ a décidé d'arriver avec de mettre de l'avant les indicateurs de bien-être du Québec, qui sont 54 indicateurs qui permettent de complémenter le bien-être économique et d'avoir une vision, un portrait qui est complètement revampé de qu'est-ce que le bien-être. Donc, on considère 3 grands piliers, l'économie, la société et l'environnement. Tout ça qui ont des effets sur le bien-être d'un individu ou d'une personne. Donc, c'est ça les indicateurs de bien-être. C'est une version alternative aux définitions traditionnelles de la prospérité qui est habituellement synonyme de PIB. Donc, c'est ça qui est l'objectif des indicateurs de bien-être. Donc, c'est ça, ben, tu as parlé un petit peu de l'approche traditionnelle. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de, comment dire, l'approche orthodoxe aux indicateurs de bien-être, puis l'alternative un peu qui commence à être proposée présentement par, comme tu as parlé notamment, le G15+. Oui, absolument. Ben, la méthode plus traditionnelle, c'est vraiment juste d'utiliser le PIB. Puis, je peux vous donner un exemple. Le PIB par habitant en Arabie Saoudite, il est élevé parce qu'ils ont beaucoup de ressources naturelles, surtout au niveau pétrole, gaz. Par contre, ils vivent dans une dictature monarchique, qui les gens, il y a des très grandes inégalités parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va vers le régime, très peu vers la population. Ils vivent avec peu de services. Puis, est-ce que le fait qu'il y ait un PIB plus élevé par habitant que le Costa Rica, qui a beaucoup plus de services, qui est une démocratie, puis tout ça, est-ce que ça veut dire que leur bien-être est plus élevé? Personnellement, je pense pas parce que il y a différents vecteurs qui affectent le bien-être. Là. Vraiment, c'est pas juste l'argent que tu fais, ça dépend d'où tu es, avec qui tu es, dans quel environnement. Donc, il y a beaucoup de choses qui affectent. Donc, la vision du G15+, c'était vraiment de venir remplacer la définition qu'on s'est ancrée dans nos cerveaux que le bien-être, c'est le PIB par habitant. Puis ça reflète un peu aussi les inégalités dans le sens que tu as beau avoir beaucoup de croissance économique dans ton pays, mais si c'est juste une toute petite partie de ta population qui en bénéficie, est-ce que tu as vraiment atteint l'objectif de faire croître tout le monde? Donc, c'est un peu le concept de dire c'est une bonne définition, le PIB, mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Donc, c'est un peu l'approche du G15+ par rapport aux indicateurs de bien-être. Parfait. Le G15+, justement, a amené ces indicateurs-là. Et on se demandait, est-ce que c'était la première fois que
au Québec, on avait d'autres types d'indicateurs que le PIB ou il y en avait déjà eu avant? Écoutez, je suis pas experte de qu'est-ce qui s'est passé au Québec avant. Il y en a peut-être eu, mais je peux vous en donner des exemples qui existent ailleurs dans le monde. Au Québec, c'est une première. Là. Vraiment, la façon dont les indicateurs de bien-être sont présentés, le portrait complet qui est brossé aussi, c'est vraiment différent de ce qui aurait pu arriver, ce qui serait arrivé avant, là, vraiment. Mais dans le reste du monde, il y a eu des réflexions par rapport au bien-être qui ont mené à des indicateurs différents. Là, on parle, par exemple, de l'IDH ou l'indice de développement humain qui avait été développé par Amartya Sen, qui considère le niveau d'éducation, le PIB par habitant, puis l'espérance de vie. Donc, déjà là, on voit qu'on considère un peu le côté sociétal, puis le côté économique. Sinon, il y a le World Happiness Report qui considère le bien-être qui est un peu plus subjectif des gens d'un pays à l'autre, ou on a encore l'indice Vivre mieux de l'OCDE qui considère différents segments, soit économiques, environnementaux, puis sociaux, qui sont un peu des démarches complémentaires aux indicateurs de bien-être. Par contre, on considère que les indicateurs de bien-être sont vraiment propres au Québec. C'est quelque chose qui est québécois, puis qui vient vraiment chercher le bien-être québécois, parce que le bien-être de quelqu'un qui vit dans une région désertique est vraiment différent de quelqu'un d'individus qui vivent au Québec entourés de forêts, où est-ce que les feux de forêt peuvent arriver. Dans l'autre pays, c'est la sécheresse. Donc, les indicateurs qu'on mesure pourraient être différents d'une région à l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une initiative qui se concentre sur le bien-être des Québécois et des Québécoises. C'est très intéressant. Puis justement, j'aimerais te relancer un petit peu sur la recherche sur les indicateurs de bien-être, là, parce que c'est pas évident de changer le paradigme comme ça. Fait que j'aimerais connaître un petit peu c'est quoi les difficultés par rapport à la documentation, puis la recherche, puis comment dire, l'obtention des données pour créer des nouveaux indicateurs de bien-être. Il y a comme quelques enjeux qui sont vraiment arrivés dans notre processus, je vous dirais. Le premier, c'est de savoir où arrêter là, au niveau des indicateurs, parce qu'au final, quasiment tous les indicateurs de ce monde pourraient affecter d'une part ou d'une autre le bien-être de quelqu'un. Donc, c'est où est-ce qu'on met les limites? On voulait avoir un portrait qui était équivalent de l'économie, de la société, de l'environnement, donc d'avoir comme des indicateurs à part plutôt égal dans les trois piliers. C'était important pour nous d'avoir ça. Puis le deuxième gros obstacle auquel on a fait face, c'est vraiment l'absence de données dans certains cas, surtout dans les piliers sociétaux puis environnementaux. Il y a des données, là, par exemple, l'indice des espèces ou l'état de l'itinérance au Québec qui sont pas accessibles au niveau de la province ou qui sont pas comptabilisés tout court. Là. Des fois, on apporte des idées, puis on est comme ça serait important de déterminer l'apport modal du transport ou, par exemple, combien de personnes font du vélo pour aller au travail parce que ça démontre qu'il y a comme une volonté de réduire les émissions de GES, ou de comprendre c'est quoi l'état de l'itinérance au Québec. Actuellement, on a 17 indicateurs orphelins, donc ça veut dire des indicateurs qui n'ont pas de source de données attribuables. Donc, il y a encore du travail à faire au niveau de la collecte de données au Québec, c'est certain. C'est sûr que le travail du G15+, a poussé un peu de l'avant puis démontre qu'il y a des failles. Donc, de savoir où est-ce que sont les failles, ça peut aider des dirigeurs publics de savoir où mettre des ressources pour afin de collecter des données. Mais il y a aussi l'issue des fois, je veux calculer quelque chose, puis ce que je retrouve en tant que donnée, c'est pas exactement ce que je voudrais, mais il faut trouver des proxys, par exemple, à certains indicateurs parce que les données ne seront pas accessibles ou ne le sont pas calculées, mais on a quelque chose d'assez proche qui pourrait venir rechercher le sens de l'indicateur qu'on voulait initialement développer. Mais il y a aussi cette façon-là de faire, d'aller chercher un proxy, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la collecte de données, aussi implanter des cibles. Parce que c'est difficile de se comparer à nous-mêmes lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'on devrait se situer par rapport à certains indicateurs. Donc, d'avoir des cibles là aussi, ça, c'est un enjeu qui rend surtout l'analyse de ces indicateurs-là difficile. Oui, tu as parlé des indicateurs qui pouvaient aider les décideurs publics à prendre des décisions. Alors, on se demandait quelles sont les actions que ces mêmes décideurs publics-là pourraient faire pour réduire les inégalités socio-économiques?
Ben, on a déjà abordé quelques solutions, là, donc c'est sûr que l'accès à de l'éducation de qualité pour tous, c'est important. De rejoindre les individus qui sont marginalisés, qui ont peut-être plus confiance en nos institutions aussi, ça, c'est important. Euh, Puis aussi, on veut s'assurer de bonnes politiques de redistribution. Là, je vous ai dit que je ne m'embarquerai pas dans le système d'imposition québécois ou canadien parce que c'est vraiment toute notre tasse de thé, mais de s'assurer que lorsqu'on taxe, en effet, c'est des taxes qui sont progressives, ce qui veut dire que le fardeau des taxes est plus important sur les personnes qui ont des revenus plus élevés que sur les personnes qui sont à revenus plus faibles. Donc, on peut penser à, par exemple, une taxe sur les biens de luxe. Donc, on s'entend que ça va beaucoup plus toucher les personnes avec des hauts revenus que les personnes qui n'ont pas revenus, ou s'assurer que, par exemple, on peut penser à juste la TPS puis la TVQ. Les gens se disent, ouais, c'est une taxe, puis c'est bien, tout le monde paie sa part. En même temps, c'est une taxe qui est régressive, comme on dit, parce que le fardeau de cette taxe-là est plus important sur les ménages à faible revenu que sur les ménages à haut revenu. Je vais juste donner un exemple. Il y a on a un Bill Gates de ce monde ou un Jeff Bezos qui fait des milliards de dollars par année, puis on a une famille, une mère monoparentale qui travaille, qui fait un revenu sous le revenu médian. Jeff Bezos, dans son année, il ne dépensera jamais l'ensemble de son revenu, donc il ne paiera jamais la même proportion de TPS ou de TVQ sur ce qu'il achète parce qu'il ne consommera pas tout son revenu, il va en mettre de côté, tandis que la maman monoparentale, elle, de son côté, elle va probablement avoir à dépenser tout ce qu'elle a comme revenu disponible sur acheter des couches pour ses enfants, acheter de la nourriture, payer son loyer. Donc, le fardeau, là, ce qu'elle paie en termes de TPS et TVQ en pourcentage de son revenu est beaucoup plus élevé que ce que Jeff Bezos ou les gens très, très aisés de ce monde paieraient. Donc, ça, c'est une taxe régressive. Donc, on veut s'assurer que les taxes ou l'impôt qu'on implémente soit progressif, donc comme un aspect redistributif, puis aide les personnes à plus bas revenus à se maintenir au-dessus d'un seuil de pauvreté, puis un revenu qui leur permet de bien vivre. Là. Donc, c'est ça. Puis aussi, on veut une dernière piste d'action là, que j'apporterais, c'est qu'on veut s'assurer que tout le monde dans la société participe. Parce qu'il y a un dicton en anglais, là, je ne sais pas si tout le monde comprend l'anglais, mais je vous le traduirai par la suite. On dit « If you want to go wide, go with government. If you want to go deep, go with NGOs. If you want to go fast, go with the private sector. But if you want to go far, we must go together. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut atteindre le plus de... Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est pour les inégalités. Puis, écoutez, j'ai vu ça dans le cadre d'un de mes cours cette semaine, puis ça m'a marqué. Fait que je voulais en faire part pour que les gens comprennent un peu que c'est important de travailler ensemble. Mais on dit, si on veut atteindre le plus de gens, il faut aller par le gouvernement. Si on veut aller vraiment en profondeur d'une issue, on va aller vers le secteur civique, donc les organisations non gouvernementales, la recherche académique, tout ça. Puis, si on veut aller vite, on va aller avec le secteur privé. Mais si on veut aller loin, il faut y aller tous ensemble. Donc, c'est ça qu'on dit. Donc, de s'assurer qu'il y a une concertation entre les différents secteurs de la société pour essayer de réduire les inégalités socio-économiques, c'est certain que ça peut nous emmener que du positif. Bon, ben, après avoir fait ce petit bond dans la fiscalité et également ce petit bond optimiste, je nous amène sur un autre sujet complètement un petit peu. Je pense qu'on en avait peut-être déjà parlé dans l'épisode de l'économie sociale solidaire, mais on aurait quand même ça, peut-être repasser là-dessus. Là. L'économie du beigne, qu'est-ce que c'est ça? Oui, l'économie du beigne, écoutez, je ne suis pas une experte en économie du beigne, mais je l'ai vu à plusieurs reprises, donc je peux essayer de vulgariser ça. C'est quand même une théorie qui n'est pas 100%, qui est assez complexe, mais de la mettre en forme de mots qui est compréhensible à tous. C'est dans le fond, l'économie du beigne, ça tient en compte plusieurs aspects. Donc, pas juste, c'est un peu comme les indicateurs, ça ne tient pas juste en compte le bien-être économique, mais ça tient en compte le fait que la planète elle a des limites de ressources, que les gens ont un potentiel à atteindre, mais comment est-ce qu'on développe ce potentiel? Puis ça a une forme de beigne, dans le fond. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que c'est développé par Raworth, qui est de l'Université d'Oxford. Puis, on considère que le trou du beigne, c'est comme je cherche le mot en français, excusez-moi, l'atteinte personnelle, là, dans le fond, de se rendre à un autre niveau au niveau de son développement personnel. Puis, l'extérieur du beigne, c'est un peu les ressources qui sont accessibles à nous en termes d'environnement, en termes de ressources naturelles. Donc, où est-ce qu'on doit se limiter? Puis, pourquoi est-ce que c'est un beigne? C'est que ça montre qu'il y a des limites.
c'est pas illimité les ressources qu'on a, c'est pas illimité l'économie, comment est-ce qu'on distribue, puis tout. Donc, c'est un peu le concept de on rapporte tout à quelque chose qui est fermé. Donc, le beigne est comme fermé, puis il est fermé de tous les sens. Il y a des limites à tout, mais comment est-ce qu'on peut maximiser le bien-être des gens en considérant ces contraintes-là? Donc, globalement, c'est ça l'économie du beigne, là. De ce qu'on m'a enseigné, là. Fait que, citez-moi pas sur l'économie du beigne. Si j'étais vous, j'irais chercher les études de Raworth, là, pour ça. Très bien. Ouais, moi, je trouve quand même, tu l'as bien expliqué, là. Mais donc, t'es quand même une bonne élève, là. J'essaie au meilleur de mes capacités, je vous dirais. Allons ailleurs un peu. Comment est-ce que le Québec se compare au reste du Canada et au reste du monde sur les plans économiques, environnemental et social? Je sais que tu as un peu parlé du côté économique, mais côté environnemental et social, on voudrait savoir. Ah, absolument. Ben, je ne sais pas si je l'ai abordé. Dans la recherche des indicateurs, chaque pilier, on a rédigé des tendances qui permettent de voir un peu où est-ce que le Québec se situe par rapport aux autres juridictions. On le compare au G7, puis on le compare au Wellbeing Economy Governments, donc c'est des gouvernements de pays qui ne considèrent pas uniquement le PIB comme étant leur cible pour la prospérité, mais le bien-être de leur population. Donc, on parle Pays de Galles, on va parler de l'Écosse, Nouvelle-Zélande, Finlande. Le Canada en fait également partie. Donc, on parle de ces pays-là, puis on compare au G7 également. Côté économie, le Québec, il tire un peu de la patte. Quand on regarde les différents indicateurs, il fait pas super bien sur aucun indicateur. Des fois, il tire un peu, là, il est dans la fin du peloton. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça va plus ou moins bien. Je dirais que c'est l'indicateur où est-ce que le Québec fait le moins bien. Il fait bien au niveau du taux d'emploi, les scores PISA, qui sont des tests qui sont gérés par l'OCDE pour déterminer les capacités en lecture, mathématiques et sciences des adolescents, de 15 ans. Je ne veux pas offusquer aucun adolescent ici. Il fait également bien au niveau de la proportion des jeunes qui sont ni à l'emploi, ni en formation, ni en éducation, là, donc qui ne travaillent pas, qui ne sont pas à l'école. On a une faible proportion de jeunes gens qui sont là. Par contre, au niveau de la productivité du travail, c'est assez moyen, je vous dirais. Puis, revenu brut par habitant, on est également le dernier du peloton, là. Donc, parmi tous les pays qu'on a comparés, le Québec est celui qui a le revenu brut par habitant le plus faible. Donc, de ce côté-là, il y a ça. Du côté social, on parle que le Québec fait mieux que la plupart. Il est correct, là, il n'est pas excellent, il n'est pas mauvais. Si on regarde la globalité des indicateurs, il fait bien au niveau des inégalités, non surprenant si on se fie à la discussion qu'on a eue précédemment. Donc, son coefficient de Gini, son indice de Palma se retrouve parmi les meilleurs dans les juridictions qu'on étudie. Il fait également très bien au niveau de l'espérance de vie. Donc, on a une très longue espérance de vie comparée à des pays comme les États-Unis, puis des pays qui sont leaders mondiaux dans plusieurs aspects économiques. Donc, c'est des points forts pour le Québec. Point faible, on a de la difficulté à avoir de l'accès à Internet pour tout le monde. C'est sûr que le Québec, on est un territoire très, très vaste. Donc, d'aller atteindre certaines communautés qui sont très éloignées, ça prend du temps, puis ça prend des ressources. Donc, c'est sûr que l'accès à Internet comparé à des pays qui sont très denses au niveau de grandes métropoles, c'est un peu différent. Puis également, l'écart salarial homme-femme, on n'est pas... on tire un peu de la patte également là-dessus, malgré le fait qu'on a un taux de participation, un écart de taux de participation qui est très, très faible. On a un écart salarial homme-femme qui est parmi la moyenne, je dirais, des pays étudiés. Finalement, au niveau environnemental, le Québec fait quand même bien comparé aux pays auxquels il est mis au test. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il faut juste faire attention parce que ça dépend à qui on se compare. On se compare pas non plus, on se compare aux G7 qui sont des grandes puissances économiques, puis on se compare à quelques pays du WIGO. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que malgré le fait que le Québec fait bien, des fois, on ne se compare pas aux premiers les premiers de file non plus. Donc, il peut bien faire, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on atteint nos objectifs, nos cibles. Ça ne veut pas dire qu'on s'est amélioré d'aucune manière. Donc, juste faire attention. Donc, oui, il fait bien lorsqu'on se compare, on fait bien, mais quand on se regarde, des fois, on se désole un peu. Fait que c'est comme ça qu'il faut le voir.
Au niveau environnemental, le Québec fait très bien au niveau de sa qualité de l'air. Le fait qu'on ait des forêts très denses, puis tout, ça peut vraiment aider. Avec les feux de forêt de 2023, on n'a pas les données encore, mais je serais très curieuse de voir la qualité de l'air du Québec, voir si elle s'est énormément détériorée. On fait également bien au niveau des émissions de GES global. Par contre, il faut s'entendre qu'on est 8 millions contre 330 millions aux États-Unis, donc il fallait s'y attendre d'une certaine façon. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on compare, avec qui on compare, c'est important. Finalement, on a beaucoup de difficultés au niveau de la productivité énergétique. Qu'est-ce que la productivité énergétique? C'est le PIB divisé par la quantité d'énergie qu'on utilise. Donc, ça nous permet de dire par dollar de PIB obtenu, combien ça me prend de joules ou de kilowatts d'énergie pour obtenir ce dollar-là. Puis, en fait, avec le fait que le Québec a accès à l'hydroélectricité puis à des sources d'énergie qui sont très, très peu coûteuses, on a l'impression que peut-être on se rend pas compte de l'énergie qu'on utilise, puis on fait pas autant attention qu'on devrait à ce niveau-là, parce que quand on compare avec le Royaume-Uni, par exemple, le Royaume-Uni est capable de faire par dollar, 1 dollar de PIB avec 2 fois moins d'énergie que nous. Donc, c'est là qu'on voit que le Québec a encore du rattrapage à faire, puis d'apprendre à faire attention à l'énergie qu'on utilise. Pas parce qu'on en a en abondance qu'il faut non plus l'exploiter parce qu'elle est là. Donc, c'est ce qu'on a retenu globalement, les 3 grands piliers, là. OK. Puis, cela étant dit, tu viens de faire une bonne analyse complète sur toutes les dimensions économiques, sociales, environnementales. J'aimerais savoir, quand tu regardes les indicateurs de bien-être, est-ce qu'il y a comment dire, ce serait quoi le défi principal du Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient, qui est flagrant, puis que c'est vraiment ça notre difficulté principale? Bien, écoutez, comme je vous dis, je viens de faire un portrait assez complet, là. C'est sûr que je pourrais m'attarder sur le fait que le Québec, économiquement, semble tirer un peu de la patte par rapport aux autres juridictions, mais c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'il manque de cibles. Puis je l'ai abordé plus tôt, mais il y a beaucoup d'indicateurs que si on avait des cibles, on pourrait se dire, j'ai connu une amélioration, mais je suis loin de où est-ce que je devrais être. Donc, c'est ça le défi pour le Québec. On a certaines, par exemple, on prend la cible des GES. On doit, d'ici 2030, diminuer nos émissions de GES de 37,5% par rapport au niveau de 1990, puis atteindre la carboneutralité par 2050, ce qui veut dire on émet autant de carbone qu'on en capture. Donc, il n'y a pas d'émissions nettes de carbone. Donc, écoutez, quand on regarde ça, on voit que le Québec fait mieux que les autres juridictions. Il a diminué ses émissions de GES, mais on est quand même excessivement loin de la cible qui est mise pour 2030, puis encore plus loin de celle mise pour 2050. Donc, lorsqu'on se compare à des cibles, on voit à quel point on a de la difficulté, on devrait faire mieux. Par contre, lorsqu'on fait juste regarder, on a diminué depuis 1990, tant mieux pour nous, mais on n'a pas diminué suffisamment. Donc, ces cibles-là permettent vraiment de nous situer puis d'avoir des comparaisons qui permettent d'évaluer la performance du Québec contre lui-même, parce que c'est sûr que c'est bien de se comparer aux autres, mais il ne faut pas non plus dire on est meilleur que les autres, alors on peut s'asseoir sur nos lauriers et rien faire parce qu'on fait mieux que les autres, on fait un plus grand effort. Non, on a des efforts individuels, là. Je sais pas si vos parents vous ont déjà dit ça quand vous étiez jeune. Ma mère me disait tout le temps ça, elle était comme Camille, quand tu es à l'école, tu te compares pas aux autres, tu te compares toujours à toi-même. Donc, c'est un peu cette vision-là qu'il faut avoir pour les indicateurs de bien-être, puis d'avoir des cibles, puis d'être capable de se comparer à nous-mêmes, puis d'essayer de s'améliorer par rapport à nos performances, même si les autres vont très mal, font pas d'efforts, ben, au moins que nous, on fasse notre part. Donc, c'est un peu ça que j'apporterais comme vision puis comme défi pour les indicateurs. Oui, tu viens de parler qu'il faut se comparer à nous-mêmes pour ces indicateurs-là, mais on sait aussi que, mettons, la classe politique adore, dont le premier ministre François Legault, adore qu'on se compare à l'Ontario. Pourquoi est-ce qu'on se compare toujours à l'Ontario? Écoute, je peux te donner la comparaison parfaite pour ça. Quand tu as une maison à côté, tu as la même maison que ton voisin, mais là, sa pelouse est plus verte, tu sens son odeur de barbecue le samedi, puis tu dis, ça sent meilleur que ce que moi je suis en train de faire. Tout a toujours l'air plus vert chez le voisin. Puis l'Ontario, c'est la juridiction qui nous ressemble le plus en tant que, au niveau politique. On a les positions politiques sont assez similaires entre le Québec et l'Ontario. On est les 2 provinces les plus populaires au Canada. On œuvre dans certaines des mêmes industries aussi. Donc, c'est sûr que de se comparer à quelqu'un qui nous ressemble,
c'est plus facile de permettre des comparaisons valables que si on se compare à l'île du Prince-Édouard. Là, on va s'entendre qu'avec leur toute petite île puis leur très peu d'habitants, c'est difficile, puis ils œuvrent majoritairement dans le domaine de la pêche, que nous, on a pas du tout... on a des pêcheurs, c'est sûr, là, mais je veux dire, c'est pas notre secteur d'activité principal. C'est comme comparer des pommes puis des oranges. Comparer l'Ontario puis le Québec, c'est un peu plus comme une pomme puis une pomme poire, là. Donc, c'est un peu plus proche. C'est pas pareil du tout. Il y a tellement de choses qui diffèrent. Donc, c'est ça. Mais en même temps, vous remarquerez qu'on adore se comparer à l'Ontario, mais souvent, dans les médias, on va juste mettre lorsqu'on est meilleur que l'Ontario. Mais il faut faire attention parce que c'est pas toujours le cas. Puis, faut voir un portrait complet avant de juger, les comparaisons parce que je sais pas, mais ça, pour vous, mais si je vous dis, hey, on fait tellement mieux que le voisin, alors assoyez-vous, arrêtez de vous plaindre. C'est comme une certaine façon aussi de passer un message aux gens puis de dire, on fait mieux qu'à côté. Donc, écoutez, faut baisser nos attentes, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est pas parce qu'on fait mieux qu'à côté. C'est à côté, ils font très, très, très mal, mais on fait juste un peu mieux. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait arrêter de faire des efforts dans une direction particulière? Je suis pas certaine. Donc, voilà mon point de vue sur la comparaison avec notre fameuse voisine, l'Ontario. Puis tu as mentionné précédemment des économies Ouigo. J'aimerais savoir, que c'est ça l'économie Ouigo? Oui, je l'ai abordé brièvement, mais les WIGO, qui est l'acronyme pour les Well-Being Economy Governments, donc c'est des pays qui ont pris qui ont fait, je cherche le mot en français encore, désolé, j'ai étudié en anglais, donc mon français parfois devient un peu rocailleux, mais le mot que je cherche, c'est ils se sont entendus pour dire que l'économie, c'est important, mais c'est pas uniquement ça qui définit le bien-être de leur population. Donc, c'est des gouvernements qui signent, ils signent pas une entente, mais ils pledge. Donc, en anglais, ils mentionnent qu'ils vont faire attention au bien-être de leur population. Là, on en a quelques-uns, Nouvelle-Zélande, Islande, Écosse, Pays de Galles et puis Canada. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, elle, dans ses budgets, tout fait allusion au bien-être. Donc, pas seulement au PIB, mais fait allusion au bien-être. Donc, c'est vraiment des pays qui veulent promouvoir le bien-être de leur population, tout en considérant l'aspect économique de leur société. Donc, pas juste le PIB, mais aussi la satisfaction puis le développement des gens qui y résident. Parfait. Présentement, on sait, on est un peu dans le creux d'un cycle économique présentement, et on se demandait comment les cycles économiques impactent les accords d'inégalité entre les paliers socio-économiques des gens. Absolument. Comment est-ce que ça peut... Est-ce que ça l'augmente ou est-ce que ça diminue les inégalités? C'est une bonne question. Ça dépend du genre de cycle économique, je vous dirais. Je vous dirais qu'il n'y en a jamais un cycle économique qui est bon. Ben, une récession qui est bonne, qui va avoir des effets positifs sur les inégalités. C'est rare qu'on observe ça. Par contre, lorsqu'on compare, par exemple, récession d'une crise financière, par exemple la crise de 2008, contre une récession qui est engendrée par la COVID, on voit des variations au niveau des inégalités qui sont vraiment différentes. Pourquoi? Je vous explique, là, une récession financière, qui dans la société détient les entreprises, détient les actions, détient le gros du capital qui est affecté par une crise financière? C'est les personnes dans les plus hautes strates de la distribution du revenu. Donc, ces personnes-là ont tendance à perdre davantage dans une récession financière que les personnes dans le bas de la distribution. Là, je ne veux pas enlever aux gens qui perdent leur emploi et tout, mais souvent, en termes de pourcentage relatif, ils en perdent plus, qu'il y a une tendance à, oui, ça augmente les inégalités parce que le bas perd aussi, mais c'est un peu plus atténué parce que les deux côtés perdent. Tandis qu'une récession qui a été causée comme la COVID, là, comme on est encore dans les résiduels de ce qui se passe, là, est-ce qu'on a évité un peu la grosse récession au Québec, mais on n'est quand même pas sorti complètement de l'obscurité. On est encore un peu là. Il faut comprendre que la pandémie, comme je l'ai expliqué plus tôt, ça a affecté majoritairement les gens à faible revenu qui ont vu leur secteur être fermé à cause des conditions sanitaires. C'est les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, des gens qui avaient des emplois qui nécessitaient qu'ils soient sur place, qui ont été le plus affectés par la COVID, tandis que les personnes à haut revenu ont eu plus une facilité à transférer vers un mode de travail
complètement hors ligne, en ligne, mais complètement hors bureau, donc d'être chez eux. Donc, eux ont subi moins les effets pervers de la COVID que les gens qui ont perdu leurs emplois, qui ont dû être en arrêt de travail parce qu'il n'y avait pas possibilité pour eux de retourner au travail. Donc, c'est une récession qui a été causée par une pandémie. Ça a tendance à exacerber beaucoup plus les inégalités après qu'une récession du côté financier parce que ça touche un peu plus tout le monde de part égale. Donc, c'est jamais bon, mais la source de ta récession va aussi te donner une bonne idée de quel genre d'impact ça va avoir sur les inégalités. Puis on voit que, par exemple, lorsqu'on compare récession de crise financière et récession de pandémie, les impacts sur les inégalités sont très, très différents. Très bien. Puis, en fait, à peu près à chaque cycle électoral, une question qui revient, c'est taxer les riches. Et nous, on aimerait savoir que quand les richesses là, gigantesques, comme Jeff Bezos ou Bernard Arnault, est-ce que ça menace un monde plus égalitaire et est-ce qu'on ne devrait pas avoir comme société, on a la discussion constamment sur le salaire minimum, mais certaines fois ça a été abordé en classe d'économie, là, puis est-ce qu'une richesse maximale, c'est quelque chose envisageable, puis, mais est-ce que une richesse aussi gigantesque en tant que telle, dans les plusieurs dizaines de milliards, automatiquement, c'est très mauvais pour les inégalités, puis ça nuit un petit peu à, comme tu dis, progresser tous ensemble. C'est comme, encore une fois, un champ de mine ici. On est dans une société méritocratique, donc si tu travailles, on veut donner aux gens qui habitent l'impression que si tu travailles fort, tu vas pouvoir avoir les plus revenus, puis tout ça. Donc, si on enlève ça, il y a comme un désincitatif à faire des efforts. Si on dit tout le monde gagne la même chose, là, je vous donne un exemple communiste, par exemple, si on dit tout le monde gagne la même chose, est-ce que tu vas avoir le goût d'innover? Est-ce que tu vas avoir le goût de mettre des idées de l'avant, puis de pousser le plus que tu peux, sachant que tu n'auras jamais de récompense? Certainement pas. La différence, c'est que ces personnes-là sont excessivement bien nanties, mais le fardeau fiscal qu'elles portent par rapport à comme on a eu l'exemple de la mère monoparentale tantôt, est beaucoup plus faible. La part de leur revenu qui passe est tellement plus faible parce que leur revenu est tellement diversifié, que ce soit sous forme de gains en capital, que ça reste au sein de l'entreprise. C'est quand même leur revenu, mais sans que ça soit un revenu d'une personne en soi qu'on peut taxer facilement, comme dire hey, tu gagnes plus que 100 quelques mille, donc tu es taxé au taux maximal d'imposition de 53 %. Bien, si ton revenu est dans une entreprise où est-ce que le taux d'imposition maximale est de 20,4, 20,5, c'est pas la même chose. Donc, si ces individus-là payaient le fardeau fiscal qui était identique puis qui permettait vraiment de financer une redistribution, qu'ils soient très, très riches ou pas, s'ils faisaient leur part, on n'aurait pas de problème. Mais actuellement, c'est qu'on a cet aspect-là ils sont capables de tellement détourner, il y a de l'évasion, il y a l'évitement fiscal, il y a toutes sortes de façons de protéger son revenu qui font en sorte que le fardeau qu'ils ont ou la tâche qu'ils devraient avoir dans la redistribution n'est pas comblé. Donc, c'est un peu ça l'enjeu, c'est que si on faisait notre part, il n'y aurait pas de problème. Mais actuellement, ces personnes-là sont capables de ne pas faire leur part et ont des concessions aussi parce que ce sont des personnes avec beaucoup d'influence. Donc, des concessions au niveau que ce soit fiscal, que ce soit au niveau de tu peux construire, s'il te plaît, construis ton usine ici, on te taxera pas. Donc, c'est ces enjeux-là qui font en sorte que il n'y a pas la redistribution qu'on s'attendrait. Donc, on est dans une société méritocratique où il faut quand même avoir un incitatif à vouloir que si tu veux, tu peux. C'est un peu ça. C'est pas si tu veux, ben peu importe ce que tu veux, tu vas rester au même niveau. Mais en même temps, il faut que que tout le monde participe au système de redistribution, pour que tout le monde ait une volonté d'aider pour remonter les barques de tous là, au niveau de la marina. Là. S'il y en a une qui est complètement au fond, on veut pas que les gens coulent, on veut les remonter vers le haut, mais si l'ensemble des gens peuvent pas se concerter là-dessus, c'est certain qu'il n'y a pas le soutien qu'on aimerait de ces individus-là qui sont extrêmement riches. Mais c'est sûr que si vous regardez les statistiques, il n'y a aucune chance que ces personnes-là aident au niveau du coefficient de Gini. Là.
Je vais juste vous dire, là, vous regardez ça, c'est comme une anomalie. Fait que c'est sûr que si on regarde juste chiffré, ça aide pas au niveau de l'égalité d'une société, mais c'est aussi le fait qu'il y a pas... On n'aide pas à alléger le fardeau des autres. Là. C'est que c'est vraiment... il devrait y avoir un effet de redistribution plus important qui n'est pas nécessairement là. OK. Ben, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions, puis nous avoir vraiment donné une vision d'ensemble sur tout ce qui est inégalité. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais profiter de l'occasion, continuer une vieille tradition du podcast, que c'est ça l'économie. Pour chacun de nos invités, on leur demande toujours si toi, tu avais à mettre un gros babillard sur l'autoroute avec plein de néons puis de flèches pour passer un message, une citation, peu importe, qu'est-ce que ce serait? Puis écoute, le babillard, tu peux le mettre où est-ce que ça te tente. Moi, je viens de l'Outaouais, fait qu'on peut le mettre sur la 50, mais si tu viens de l'Estrie, on peut le mettre ailleurs. En effet, je viens de l'Estrie, donc la 10 entre Sherbrooke et Montréal, c'est l'autoroute que j'emprunte beaucoup, mais c'est quand même une grosse question, qu'est-ce que je mettrais sur un babillard, mais je pense que c'est certainement comme le dicton que je vous ai dit tantôt, là, que il faut, si on veut aller loin, il faut y aller ensemble. Okay. Donc, ça serait ça. Très beau message d'espoir. Très beau message, ouais. Sur ce, ben, merci beaucoup pour cette entrevue, Camille Lajoie, puis bonne continuation, puis merci d'avoir accepté l'entrevue. Merci à vous de m'avoir reçu, là, au plaisir. J'ai beaucoup apprécié la discussion avec Camille. Moi, j'ai appris, moi, j'étais vraiment surpris. La chose qui m'a plus le surpris de cet épisode-là, c'était quand elle a parlé des CPE au Québec, puis qu'elle a dit qu'au Québec, on est parmi les meilleurs, en fait, on est les meilleurs quand il s'agit d'intégrer les femmes sur le marché du travail par rapport à pas mal toutes les autres juridictions. Alors, je me disais, waouh, on est premier en quelque chose, c'est quand même pas pire. Alors, oui, justement, ça aide énormément à faire augmenter notre PIB. On sait que c'est un des indicateurs qu'on est un des derniers au Canada. Donc, ça serait... Et la productivité également. Donc, j'ai été très surpris de savoir qu'on était dernier dans plusieurs catégories économiques, mais qu'on s'en sortait plutôt bien du côté social. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Puis moi, j'en ai appris... j'espère que c'est la même chose pour vous, les auditeurs qui nous écoutent, là, mais moi, j'en ai appris plein sur l'économie du beigne, les inégalités, sa recherche en particulier. Je veux dire, ces accréditations sont très intéressantes. Niveau recherche et emploi, là, c'est beaucoup... comment dire, c'est très poussé comme recherche. Alors, on souhaite tous un jour atteindre ce genre de niveau. Mais sur ce, j'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode. J'aimerais ça qu'on en enregistre plus pour le reste de l'automne et de l'année scolaire. Alors... il n'y a aucune garantie que ce sera moi l'animateur, alors on verra, mais j'espère que du moins vous avez apprécié ce premier petit épisode de retour et on vous revoit dans un prochain épisode très certainement bientôt. Bonne journée et merci pour votre écoute.